Bonjour tout le monde, je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui, ce midi, heure du Québec, sinon en début de soirée pour nos collègues en Europe, pour un webinaire, un séminaire en fait qui s'intitule Être jeune LGBTQ+, au Cégep et à l'université, un dialogue Suisse-Québec-France. Je suis vraiment heureux en fait qu'on puisse se réunir pour discuter de ces enjeux-là en fait qui émanent de le point de départ en fait de la discussion d'aujourd'hui, c'est un des chapitres de l'ouvrage collectif, comme Ariane le mentionnait en introduction. J'ai eu le plaisir avec ma collègue Lisande Labrec-Lebeau puis Marie-Claude Richard de co-diriger un ouvrage collectif sur le passage à la vie adulte des jeunes LGBTQ+. Puis l'un de ces chapitres-là, en fait, c'est le deuxième, se penche en fait sur qu'est-ce qui se passe dans un contexte universitaire, dans les études supérieures. Cet espace-là qui est une source d'apprentissage, mais également de socialisation. Qu'est-ce qui se trame? Quelles sont les normes qui sont reproduites? Les mêmes formes de violence aussi, des rapports d'âge, des rapports de genre et de sexualité. Bref, il y a des collègues suisses qui ont pu se pencher sur cette question-là avec le chapitre de Georgia Magny puis Isabelle Collet. Et de fil en aiguille, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de réunir sous forme de panel différentes personnes qui se sont penchées sur la même question un peu de différents angles, dans différents contextes sociaux, culturels. Et c'est pourquoi on a voulu proposer une table ronde comme ça avec trois perspectives, suisse, une perspective québécoise puis une perspective française sur la même un peu question, avec des méthodes, des façons d'appréhender, de se saisir de l'objet de recherche et d'action aussi pour pouvoir penser un peu qu'est-ce qui se trame, puis voir un peu les similitudes, les différences, les ponts qu'on peut créer, les formes de dialogue également qu'on peut faire émerger à travers tout ça. Alors, la proposition pour le webinaire d'aujourd'hui, en fait, ça va être une forme de dialogue. Ce que je vous propose, en fait, ça va être en trois temps. Il va y avoir d'abord, je vais inviter les panélistes à pouvoir poser, à situer le contexte dans lequel s'est déroulé leur étude, leur projet respectif. Donc, dans le contexte suisse d'abord, ensuite le contexte québécois, puis le contexte français. Ensuite, les panélistes vont pouvoir parler un peu plus en détail sur le projet même, les résultats qui émanent, les différents contextes, les différents constats, pardon, qui émanent du projet qu'ils ont mené dans leur contexte respectif. Puis, on va s'intéresser aux pistes d'action. Qu'est-ce qui a été produit ou qu'est-ce qui est envisagé également dans les différentes initiatives qui peuvent être à la fois des interventions psychosociales, de soutien, de groupe, politique également, des pistes d'action également sur le plan des politiques sociales, du droit. Bref, on va pouvoir faire un tour d'horizon, puis créer ce dialogue-là, créer des ponts que je souhaite, j'espère. Puis on va terminer avec une période d'échange et de questions avec vos commentaires, vos réactions à cet égard-là. Sans plus tarder, je vous propose de vous présenter nos balises, justement. On a le plaisir j'ai le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Georgia Magny puis Isabelle Collet, qui sont tous deux rattachés dans les programmes de sciences de l'éducation à l'Université de Genève en Suisse. Nous avons aussi Geneviève Pagé, qui est professeure au département de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Puis finalement, Camille Marguerite puis Valentin Broutier à la chaire LGBTQI+, de l'Université Bernard-Lyon 1 en France. Sans plus tarder, je vous propose qu'on se lance tout de suite avec d'abord le premier bloc sur les contextes qui nous interpellent ici. Et j'inviterai Georgia à prendre le micro pour vous voir nous camper un peu le contexte en Suisse. Bonjour, et bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup Kevin et Ariane pour l'organisation du webinaire. Alors, pour ce qui concerne le contexte suisse, il faut dire ça fait depuis une dizaine d'années que dans les pays, on assiste à des actions de lutte qui sont contre les violences de genre en milieu universitaire, qui sont impulsées surtout par des chercheuses engagées, des collectifs étudiantes qui réagissent aussi face à un manque très fort de réponses institutionnelles. Et c'est dans ce contexte aussi que s'inscrit ma recherche doctorale qui avait l'objectif de rendre visibles donc les violences de genre en milieu universitaire pour mieux comprendre leur impact et les facteurs qui les renforcent et réfléchir aussi à des pistes d'intervention pour faire face à ces violences. Et mon enquête, il faut dire que qui porte sur l'ensemble donc de la communauté universitaire, mais c'est vrai que de la communauté étudiante, mais c'est vrai que euh, finalement, quand j'ai commencé à analyser les données, j'ai choisi de me focaliser plus en détail sur l'expérience des personnes étudiantes LGBTQ+, parce que en fait, je les ai considérées comme des informatrices privilégiées
notamment en raison de leur forte participation à l'enquête et du fait qu'elles déclarent fortement avoir subi des violences de genre au milieu universitaire. Donc, cette forte participation n'est pas anodine, donc elle reflète ce que de nombreuses études ont bien montré, à savoir une surexposition aux violences, mais aussi des niveaux de sensibilisation particulièrement élevés. Et en fait, ce vécu permet aussi leur permet de percevoir, d'analyser, de formuler des réflexions qui vont au-delà de cette perspective dominante. Et c'est pour ça que j'ai considéré leur expérience et les récits qu'ils m'ont partagés comme essentiels pour comprendre ces violences. Et aussi dire que dans les contextes des violences de genre en milieu universitaire, en Suisse, les violences LGBTQI+, contre des personnes étudiantes LGBTQI+, n'étaient pas si étudiées. Donc, c'est pour ça aussi avec ma recherche, j'ai voulu montrer aussi cette réalité. Voilà. Merci beaucoup, Georgia, pour casser la glace puis pouvoir nous situer un peu le contexte suisse. Dans ce cas-là, j'invite également un petit rappel à tout le monde, en fait, connecté. Si jamais vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez les faire au fur et à mesure dans le clavardage, si jamais vous voulez pas échapper votre idée. Puis, on va se garder les questions, les échanges là, pour vraiment à la fin de la période là, du webinaire pour pouvoir échanger tous ensemble. Sans plus tarder, je vous proposerais d'enchaîner avec la deuxième mise en contexte. Dans ce cas-ci, le Québec, avec, avec le point de vue de Geneviève sur la question. Merci. Bonjour tout le monde. Merci aussi au CREMIS pour cette belle opportunité de partager les résultats dans notre cas du projet Alliance. Donc, le contexte au Québec, c'est nous aussi, ça part évidemment des mobilisations étudiantes, surtout qui ont débuté principalement en 2013 sur la violence sexuelle en contexte universitaire et collégial, qui a mené là à une enquête pan-québécoise sur la violence sexuelle en contexte universitaire, qu'on appelle le SIMU, en 2017, qui a mené aussi à des transformations législatives qui forcent les universités donc à avoir des politiques de gestion de violence à caractère sexuel. Euh, qui sont d'ailleurs en évaluation en ce moment. Il y a eu l'équivalent, donc le projet Pièce, qui se concentrait sur le collégial. Donc, suite à SMU, ils sont allés voir au collégial. Les résultats de ces recherches-là nous indiquent de manière assez transversale qu'il y a une surreprésentation des personnes des minorités sexuelles et de genre comme victimes de violences à caractère sexuel en milieu d'enseignement supérieur, ce qui a mené à la volonté d'explorer un peu plus pourquoi, comment, pourquoi ces chiffres-là, pourquoi cette surreprésentation-là, qui donne là, en fonction des études, là, mais c'est toujours autour d'une personne sur deux pour les personnes des minorités sexuelles et minorités de genre comparé à une sur trois pour la population en général. Donc, c'est quand même des chiffres assez inquiétants. Et donc, le projet Alliance s'est mis en place pour essayer d'approfondir un peu ce qui se passait à ce niveau-là. C'est un projet qui a 7 chercheurs de différentes universités, 3 partenaires, dont le Conseil québécois LGBT, la Fédération des cégeps et la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres, mais c'est mené principalement par la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur, la chaire donc de Manon Bergeron. Les objectifs du projet étaient d'avoir une meilleure compréhension des expériences de VAX pour les personnes étudiantes d'ES LGBTQIA+. Donc, c'est l'acronyme qui a été choisi là, pour le projet. C'est donc lui que je vais utiliser à travers la présentation. Et donc, quels étaient également les obstacles rencontrés dans les trajectoires de signalement et l'accès aux services d'aide. Donc, c'est quand même une portion importante là, du rapport et assurer, donc avec comme objectif final, assurer une adéquation entre les besoins des personnes de LGBTQIA+, et les interventions proposées par les établissements d'enseignement supérieur. Donc, voilà pour le contexte. Merci beaucoup, Geneviève. Je prends un petit moment aussi. Je profite au passage pour expliquer à le public peut-être un peu moins familier avec le système québécois. Le cégep, le collège, en fait, pour nous, c'est entre l'école secondaire, qui a d'une durée de 5 années, puis entre l'université, on a le cégep qui peut être à la fois des programmes préuniversitaires de 2 ans
ou des programmes professionnels techniques de 3 ans. Donc, c'est un espace, c'est des établissements d'enseignement supérieur entre le secondaire puis l'université. Merci beaucoup, Merci. Geneviève, pour cette mise en Merci contexte. d'avoir précisé. Ouais, parce que des fois, on oublie, Cégep, Ouais. quand même, c'est une particularité québécoise, mais qui est un peu l'équivalent parfois dans certains pays européens là, de la fin du lycée ou un équivalent comme ça. On poursuit maintenant avec notre troisième mise en contexte, cette fois-ci avec la France, et j'invite Camille à prendre le micro. Merci beaucoup, Kevin. Merci aussi pour l'invitation à ce webinaire. Nous, côté français, on va parler un petit peu d'une enquête plutôt avec des méthodes qualitatives, donc une enquête par entretien qui a été débutée en septembre 2024 dans le cadre des travaux de la chaire LGBTQI+, avec une forme de recherche-action et une enquête à la fois avec un volet qui s'intéresse aux étudiantes LGBTQI+, donc une quinzaine d'entretiens avec des étudiantes de plusieurs filières différentes, d'établissements différents. Et on a trouvé ça intéressant aussi d'articuler avec un volet qui s'intéresse aux professionnels de l'égalité. Alors pareil, avec une quinzaine d'entretiens et une diversité d'établissements et de situations. Petite précision du coup, quand on parle d'études supérieures en France, c'est à partir de 18 ans à peu près. Et après, il y a des diplômes en 3 ans, en 5 ans. Donc une majorité des personnes que j'ai interrogées côté étudiants sont plutôt en licence ou en master, donc 3 à 5 ans après le baccalauréat. Cette enquête, elle a donné lieu à un rapport d'enquête dont j'ai mis le nom dans le diapo. Et ça a donné lieu aussi à un travail sur des recommandations de politique publique que Valentin vous présentera en troisième partie. Euh, Cette enquête, elle vient en fait d'une volonté à travers des discussions entre la chaire et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche d'inscrire en fait les enjeux LGBTQI+ dans la politique publique de lutte contre les VSS de ce ministère-là, puisque bien souvent, ce qui est développé autour de ces politiques-là n'intègre pas forcément les enjeux d'orientation sexuelle, d'identité de genre ou même d'intersexuation. Un deuxième élément de contexte au niveau local dans les établissements, c'est que les professionnels ont un intérêt croissant pour se saisir de ces enjeux-là également, mais le font souvent en fait sans moyens dédiés, sans plan d'action dédié, sans formation. C'est une étude de la conférence permanente des chargés de mission égalité diversité, l'enquête Remède, qui a montré ça. Un troisième élément qui a motivé cette enquête, c'est le fait de produire tout simplement des données scientifiques sur le sujet, donc un besoin d'étayer cette littérature. Et cette enquête, elle appelle à développer et à faire d'autres recherches aussi, peut-être au niveau local, par établissement, éventuellement. Et un autre élément de contexte, c'est la montée des discours réactionnaires qui, je pense, aussi a motivé un petit peu à s'intéresser à la situation des étudiantes LGBTQI+, avec, en tout cas côté médias français, ces dernières années, des débats sur la théorie du genre, la wokisation de l'université. Enfin, c'était des gros discours qu'on a pu avoir. Donc voilà, c'est un contexte qu'il faut relier à ça aussi. Merci beaucoup, Camille. Je crois d'ailleurs le contexte global, puis la montée des discours réactionnaires, conservateurs, on aura l'occasion peut-être d'en reparler aussi dans les pistes d'action, puis même en échange avec l'auditoire. Là. Je crois que c'est quelque chose qui est partagé dans nos trois contextes respectifs. Bon, on y reviendra dans quelques instants. Pour la suite, je vous propose en fait d'amorcer le deuxième bloc cette fois-ci. Et là, j'inviterai les panélistes à creuser un peu plus et à nous partager les constats qui émanent de leurs projets respectifs. Qu'est-ce qui tire, qu'est-ce qui est, qu'est-ce que vous avez appris en fait dans vos projets respectifs par rapport à ça, les grandes lignes. Puis on enchaîne maintenant avec Geneviève pour le projet Alliance. Qu'est-ce qu'on a appris de tout ça avec la méthode que vous avez préconisée? Merci. J'ai oublié de mentionner tantôt, mais c'est une recherche qui a été financée par Femmes et Égalité Genre Canada, qui est comme l'espèce de branche gouvernementale canadienne qui se préoccupe de l'égalité des genres, au moins en théorie. Donc voilà. L'étude, donc c'est une étude partenariale, ça j'ai déjà dit. Elle avait un volet quantitatif puis un volet qualitatif. Donc le volet quantitatif, il y a eu 3203 questionnaires là, suite à
à l'épurage et tout ça là, qui ont été conservés pour l'analyse des données. Donc, un questionnaire en ligne. Et il y a eu 15 entretiens en personne qualitatifs qui visaient vraiment à approfondir les parcours de dévoilement principalement, bien qu'il y avait un retour sur les expériences vécues. Les résultats, principalement, ben, on a vu que plus de la moitié, donc 54% des personnes qui ont répondu au questionnaire ont vécu un événement de violence à caractère sexuel depuis leur entrée au cégep. Comme Kevin l'a dit, nous, donc un entre-deux. Ils commencent souvent autour de 17 ans jusqu'à 19-20 ans. En fonction de leur programme. Et c'est des programmes de 1 an à 2, ben de 2 ans ou de 3 ans en fonction de leur profil. Et donc, 54%, au moins un événement de VAX dans de 2 à 3 ans, c'est énorme. Et l'autre phénomène particulier, c'est qu'au moins 35% ont vécu 2 ou 3 formes de VAX pendant leur parcours. Donc, c'est vraiment, c'est pas juste une fois, une partie substantielle en ont vécu plusieurs. Donc, quand on regarde c'est quoi les situations, il y a beaucoup d'entremêlements de préjugés envers les personnes de LGBTQIA+, pas toujours, mais souvent. Et on a essayé d'aller approfondir un peu pour savoir est-ce que selon les personnes qui rapportaient les événements, c'était lié directement à leur identité de genre ou leur identité ou leur préférence sexuelle. Et donc, je pourrais vous donner plus de détails si vous voulez là, sur ces réponses-là. L'autre chose qui est pas si surprenante, mais qui ont quand même qui a confirmé ce qu'on anticipait, c'est que les signalements en fait sont extrêmement rares. Donc 92% des personnes qui ont répondu au questionnaire n'ont pas signalé à l'institution. Souvent, ils ont signalé à une personne proche dans leur entourage ou à un professeur, mais ont jamais été plus loin que ça. Puis ce qu'on voit, c'est vraiment que la réaction lors du premier dévoilement, elle est vraiment déterminante pour savoir si les gens vont poursuivre la démarche pour aller faire contacter les autorités officielles, donc le bureau de soutien ou le guichet unique, souvent qui est appelé dans les cégeps chez nous. Donc souvent, puisque la première réaction est pas nécessairement positive ou minimise ou banalise, les personnes vont pas aller de l'avant là avec les démarches. L'autre chose qui a été documentée dans la recherche, c'est l'impact important sur le sentiment de sécurité sur le campus. Donc c'est vraiment l'impact premier. Il y a aussi dans plusieurs cas, là, on voyait que ça réactivait des traumas aussi antérieurs, différents éléments là, qui pouvaient sortir. Euh, mais voilà. Ce que je voulais vous dire d'autres choses. Donc, c'est ça. Le volet quantitatif, il visait vraiment à chercher là, à documenter les événements en fonction de toute une diversité de facteurs. C'est bien sûr une enquête qui est faite dans une perspective intersectionnelle, même si souvent les groupes étaient pas suffisamment gros pour qu'on puisse faire des analyses spécifiques sur des sous-populations. Mais voilà. Puis les entretiens étaient vraiment plus sur le parcours là, de dévoilement. Voilà. Merci. Merci Geneviève pour ces éléments-là qui sont quand même interpellants, je crois, en termes de tous les chiffres que vous avez pu documenter, que vous avez pu saisir en termes même de la question du signalement, puis même les formes de violence là, qui intersectionnaient dans les parcours de vie des jeunes, des élèves, en fait, des étudiants et étudiantes au Cégep. Euh, J'aimerais peut-être maintenant entendre Camille là, dans le contexte français, cette fois-là, avec les entretiens que tu as menés. Qu'est-ce qui se dégage de ça? Alors, du coup, un des premiers résultats qui saute un peu aux yeux lors des entretiens et dans tous les entretiens, c'est que les étudiants et étudiantes vivent une forme de continuum en fait de violence et de préjudice liés à l'hétérosexisme dans toutes les sphères de vie, mais notamment dans celle des études, puisque c'était le centre de l'enquête et le centre des questionnaires. Euh, alors bien sûr, les expériences vont varier en fonction aussi d'autres positions sociales ou même sur la place qu'on occupe dans l'espace LGBTQI+. On ne va pas vivre la même chose si on est trans ou cisgenre.
Mais globalement, toutes les personnes ont vécu des formes de préjudice. On s'est rendu compte que le terme LGBTQI+ phobie, il est assez imparfait quand on en parle parce que ça va plutôt désigner des violences manifestes, très volontaires et interindividuelles. Et du coup, dans les témoignages, on a essayé de décomposer un petit peu à l'aide de travaux qui avaient déjà été un petit peu faits sur ça. Qu'est-ce qui relevait de quoi? Donc c'était un gros travail. Dans l'ensemble, donc il y a des formes de LGBTQI+ phobie, par exemple des insultes sur les campus, des discriminations dans l'accès au stage ou encore un étudiant, par exemple, qu'un de ses enseignants a refusé d'accompagner pour son mémoire. Et puis d'autres choses qui peuvent paraître un peu plus invisibles, la présomption d'hétérosexualité ou de cis-identité, les questionnaires genrés qui sont passés par les mails, un étudiant qui m'explique qu'on le met automatiquement dans le groupe des filles pour le sport, en présumant de son identité de genre. Le langage infériorisant, donc ou une enseignante qui va dire une vraie femme pour dire une femme cisgenre. Donc tout ça, c'est tout un tas de préjudices qui sont subis par les étudianteux et qui ne sont pas forcément repérés. Et tout ça, ça entraîne des difficultés dans le maintien dans les études supérieures. Ces préjudices, ils sont produits donc à différentes échelles, interindividuelles, mais aussi organisationnelles dans les règlements, les politiques d'établissement, les systèmes informatiques, par exemple, qui vont poser problème pour le prénom d'usage, l'invisibilité des personnes LGBTQI+, dans les maquettes d'enseignement. Et ces préjudices sont renforcés par le contexte des études supérieures, le statut étudiant qui est souvent précaire et dévalorisé, les effets d'un âge plutôt jeune. Donc là, la quinzaine de personnes que j'ai eues, c'était entre 18 et 25 ans au moment de l'enquête. Et puis des rapports asymétriques de pouvoir lorsque les préjudices sont produits par des professeurs, par exemple, ou des membres de services administratifs. Et face à ça, les étudianteux vont avoir recours à des stratégies plutôt individuelles, hein, faire de la pédagogie auprès des enseignanteux, faire leurs propres recherches, recourir à des pairs, à des associations. Il y a très peu de recours en fait aux établissements ou aux personnes des établissements et très peu de liens avec les référents et référentes égalité qui travaillent pourtant sur ces sujets-là. Et donc je vais pas m'étendre sur ça, mais ça va aussi de pair avec des difficultés des professionnels de l'égalité à légitimer un travail sur les enjeux LGBTQI+ dans leurs établissements, avec des politiques qui sont morcelées au niveau national et qui reposent principalement sur des engagements individuels et des résistances, même au niveau des différents services pour aborder ces sujets-là. Voilà, je pourrais développer un petit peu plus dans la discussion. Si jamais. Ouais. Génial, merci beaucoup Camille. Puis je pense que tu as mis le doigt en fait sur un des aspects. Puis d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a intitulé le webinaire d'aujourd'hui. Au départ, moi j'avais proposé aux panélistes en disant ah, ça pourrait être les formes de violence, cégep, université. Puis ils m'ont tous dit, ben, c'est pas que ça, c'est aussi, hein, il y a des ramifications, des rapports d'âge, le poids des normes de genre et de sexualité aussi. Puis là, tu l'as bien souligné Camille en termes d'invisibilisation, le climat également, il y a des trucs qu'il faut capter aussi autrement. Donc, c'est le fait de pouvoir naviguer dans un système, dans les établissements d'études supérieures qui est intéressant, puis on peut englober en fait différentes réalités pour mieux saisir ce qui est vécu là, dans ces espaces-là. Merci beaucoup, Camille. Puis, on va terminer le bloc là, des projets avec le contexte suisse, peut-être ce qui émane de ton projet, Georgia, avec le projet suisse. Oui, donc cette étude a été menée, je n'ai pas dit, dans une université en Suisse romande et j'ai utilisé une approche par méthode mixte avec une partie quantitative dont le questionnaire a été adapté du questionnaire SUMU. Et après, il y a aussi une partie qualitative. Donc là, vous voyez, l'échantillon se compose de 245 réponses au questionnaire, 57 récits d'expérience qui ont été recueillis par les biais d'une question ouverte au sein du questionnaire et 17 entretiens semi-directifs approfondis avec des personnes des minorités sexuelles de genre. Dans les constats principaux, ce qu'on voit, c'est que en fait, ces violences sont assez répandues. Donc, il y a 64% des personnes étudiantes des minorités sexuelles de genre de mon étude qui ont déclaré avoir vécu au moins un épisode de violence de genre depuis leur arrivée à l'université, des violences très différentes que dans le questionnaire, en fait, comme c'était un questionnaire
avec des items de violence très spécifiques. On a des violences, des épisodes d'harcèlement comme des regards, des remarques, aussi des comportements sexuels non désirés. Et après, dans les récits, dans les entretiens, on a aussi un développement, une description plus détaillée aussi de ces violences, en fait, où on a des descriptions de cas d'orientation sexuelle qui sont jugés comme transitoires, comme bizarres, des situations de coming out forcé ou de outing, du mégenrage et aussi de l'utilisation du dead name dans le cadre des études. Ces violences ont des effets très concrets. On a des altérations des habitudes de vie, des difficultés relationnelles, des isolements. On a aussi un impact très fort sur le parcours académique avec des pertes de motivation, de baisse des résultats, des personnes qui ont aussi décidé de changer de discipline et finalement certains qui ont décidé d'abandonner leurs études universitaires. On voit qu'il y a une prévalence d'épisodes dans des facultés où ces thématiques, en fait, ces épisodes sont partout, mais il y a une prévalence dans des facultés où les thématiques, les questions genre et les enjeux LGBTQ+, sont absents des contenus de cours. On a des environnements où les personnes étudiantes LGBTQ+, ressentent clairement un climat froid, excluant, hostile avec des réalités qui sont peu reconnues ou qui sont jugées comme pas légitimes. Et cet effet ne se limite pas seulement au contenu du cours, mais il est aussi renforcé par des interactions quotidiennes avec les corps enseignants et surtout les pairs. Et on voit bien que il y a certains enseignants, certaines personnes enseignantes qui sont souvent celles qui sont plus sensibilisées à ces questions, qui sont perçues comme des alliés par leur attitude, par leur pratique pédagogique, par la capacité aussi de créer des espaces où les personnes étudiantes se sentent en sécurité. Mais on a aussi pas mal de personnes du corps enseignant qui alimentent ce climat hostile à travers des remarques, des comportements déplacés, des pratiques pédagogiques qui sont très problématiques et qui renforcent toutes ces normes dominantes et finalement invisibilisent aussi les vécus des personnes étudiantes. Et à cela, il y a aussi ce qui s'ajoute aussi, c'est les camarades, en fait, les pairs. Donc, on a les pairs qui peuvent être une très bonne ressource à laquelle se confier pour aussi sortir de situations problématiques, mais aussi en fait, des personnes qui sont des sources de problèmes, en fait, lorsque, par exemple, la personne auteur de violence est un camarade de classe. Là, ça devient très complexe parce que le fait de croiser ces personnes tout le temps crée aussi cet inconfort constant, accentue aussi la vulnérabilité des personnes concernées dans leur quotidien de l'université. Et finalement, comme Kali aussi l'a dit, en fait, il y a des différentes stratégies d'adaptation qui sont mobilisées parce que finalement, face à cette situation, donc les personnes étudiantes mettent en place des stratégies pour se protéger, comme éviter certains espaces, certains cours, certaines personnes, choisir aussi le groupe de personnes desquelles s'entourer. Euh, et on voit aussi que ces stratégies, d'un côté, leur permettent de résister ces environnements euh, hostiles, mais montrent aussi à quel point le fait de devoir en permanence continuellement s'ajuster aux autres peut devenir aussi épuisant et finalement affecter profondément cette expérience universitaire. Hmm. Merci, Georgia, pour les constats qui émanent de ton étude en Suisse. Avec je reprends au bon, en fait, ce que tu évoquais, le poids que ça peut mener, hein, de devoir toujours être à l'affût, être une forme de vigilance également dans l'environnement, le poids du stress des minorités, hein, le minority stress que ça génère en fait en termes de poids sur la santé mentale et physique des personnes concernées dans une situation de minorisation. Je le trouve intéressant, puis il y a des parallèles à faire avec vos trois contextes. Je trouve ça, ouais, j'ai hâte d'échanger avec vous là, dans la période d'échange par rapport à tout ça. Maintenant, ce que je vous propose, en fait, c'est le troisième et dernier bloc d'échange comme ça dans la table ronde comme ça. On avait le souhait au sein de l'équipe là, de pouvoir penser, oui, les constats qui émanent des projets de recherche respectifs, mais aussi
qu'est-ce qu'on peut envisager comme piste d'action pour changer les choses, en fait? Parce que c'est pas une fatalité non plus, les questions du vécu, le poids des normes, les violences. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut retenir, préconiser, sur lesquelles on peut s'inspirer, bâtir, en fait, pour construire des environnements, des établissements d'études supérieures plus inclusifs ou du moins anti-oppressifs? Tu sais, il y a donc plein de pistes, des avenues possibles à envisager. Ce que je vous propose maintenant pour la suite, ça va être un peu le même processus avec trois prises de parole. On va commencer avec Valentin pour le point de vue français. Les pistes d'action qui sont préconisées, selon vous, que vous proposez, qui ont découlé en fait de votre projet. Oui, merci Kevin. Bonjour à tout le monde. Effectivement, suite à l'enquête de Camille, on a pu produire un document de préconisation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche français. Et ce document, bon, je ne vais pas tout le retracer, mais je vais vous donner les grandes lignes. Euh, Ce document, il a permis de commencer à faire évoluer les politiques publiques françaises côté enseignement supérieur et recherche sur le sujet, parce qu'il y a, comme Camille le disait, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Aujourd'hui, ce qui existe, c'est surtout une politique publique nationale de lutte contre les VSS, mais qui ne prend pas en compte énormément de public finalement. Et donc, ce qu'on a proposé, c'était vraiment une enquête pour des recommandations, ce qui permettait déjà de légitimer l'existence d'un problème public par la méthode de la preuve scientifique, hein, et aussi une meilleure connaissance de ce même problème public, justement par l'enquête aussi et par euh, aller sur un terrain aussi de personnes directement concernées par la problématique, ce qui se fait pas forcément dans les politiques publiques françaises, hein, qu'on peut considérer de bureaucrates parfois, donc qui partent du haut pour de manière complètement déconnectée pour s'appliquer au bas entre guillemets. Donc là, on voulait faire un peu l'inverse, c'était partir de la recherche et des vécus et perceptions des personnes directement concernées pour faire évoluer la politique publique. Et donc, ce qu'on a préconisé principalement hein, sur les grandes orientations, c'était déjà réaffirmer un référentiel de lutte contre les discriminations. Ça a son importance puisque en France, il y a quand même un contexte de marchandisation de l'égalité avec des mots positifs, diversité, inclusion, etc., etc., où finalement la lutte contre les discriminations se transforme un peu en campagne de communication et ce qu'on voulait, c'était rappeler au ministère que tous les résultats de l'enquête, tous les vécus des personnes concernées, ça se réglait pas à coup de communication. Donc voilà, d'où l'objectif de réaffirmer la lutte contre les discriminations, qui aussi fait reposer l'action sur les préjudices et non sur les personnes qui subissent ces préjudices. Voilà. Et tout en ne hiérarchisant pas aussi les préjudices, c'est ce qu'a dit Camille, hein, il y a des choses qui paraissent plus diffuses. Donc faire des rappels au droit, c'est aussi une méthode pour rappeler que des blagues, du mégenrage sont des comportements sanctionnés par le droit en France en tout cas. Voilà, prise en compte de l'intersectionnalité, bien sûr, on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais pas du tout au niveau de la politique publique française. Et aussi prise en compte de problèmes qui ne sont pas que interindividuels et plutôt systémiques. Et donc sur les axes qu'on a proposés à partir de ces grandes orientations, en pistes concrètes, c'était déjà sur le premier axe comme je disais, d'associer les premières personnes concernées dans l'élaboration même de la politique publique. Donc notamment sur l'action 1 qu'on proposait, c'était la mise en place d'un comité de suivi national de la politique publique du ministère. Au niveau des universités, on proposait plutôt des conseils de suivi de la politique d'établissement. Alors pas forcément juste accès LGBTQI+, mais sur l'ensemble des critères de discrimination. Voilà, sur notre axe 2, on proposait aussi de recourir à la recherche pour reconnaître et analyser les violences et discriminations, ce que je disais tout à l'heure, hein, légitimer l'existence du problème face à des phénomènes de minimisation, de dénégation, voire de déni des discriminations et violences. Sur l'axe 3, on proposait plutôt en fonction des résultats des diagnostics, enquêtes qu'on proposait,
C'était de changer les pratiques et notamment en ayant recours à des expérimentations locales et pas sur des prises de décision nationales. Donc, c'est vraiment des expérimentations locales pour après faire monter en généralité la politique publique. Et enfin, bah, évidemment, comme j'ai déjà dit, l'axe 4 agir avec le droit dans toutes ses dimensions, ce qui veut dire agir de manière préventive, donc par de multiples manières, on pourra en reparler après, hein, mais aussi de manière euh, à sanctionner les personnes qui agissent et de manière ferme, ce qui ne se fait pas vraiment aujourd'hui dans les établissements français. Merci beaucoup, Valentin, pour le survol des différents axes d'action que vous avez proposés à l'issue de votre projet. Je serais curieux d'ailleurs, je vais avoir une des premières questions que je vais avoir pour toi, c'est de voir un peu comment ça a été repris, comment ça s'est... Est-ce qu'il y a des établissements qui se sont saisis de la question, de quelle manière ça a percolé peut-être, ou pas? Puis qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça? Je serais curieux de t'entendre là-dessus. Sans plus tarder, je vous propose de cheminer ensuite maintenant les pistes d'action proposées dans le contexte suisse cette fois-ci, Georgia. Oui, donc ce qu'on a appelé bon, renforcer l'engagement institutionnel dans le cadre d'une approche ascendant et collaborative évoque un peu ce que Valentin vient de dire, dans le sens de dans les entretiens que j'ai eus avec les personnes étudiantes des minorités sexuelles de genre, elle disait que bah, finalement, elles n'avaient pas beaucoup d'espace pour pouvoir amener leur point de vue et aussi aider dans la mise en place d'actions. C'était des politiques qui étaient très top-down ou en fait qui n'étaient pas vraiment efficaces. C'est pour ça que j'ai appelé ça une approche ascendante et collaborative. Mais ce que les personnes suggéraient, c'était l'idée de promouvoir des politiques plus institutionnelles un peu plus claires, plus ciblées, pour lutter contre ces violences et discriminations sur la longue terme, mais aussi sur la courte terme. Donc, pour la longue terme, l'idée, c'était vraiment de renforcer les canaux de signalement, notamment avec des personnes non seulement formées à l'écoute, mais aussi qui soient familières avec les violences, les discriminations LGBT-phobes, parce que ça, c'était aussi un problème que ces personnes avaient trouvé lorsque s'adressaient à des instances de signalement de l'université. Assurer aussi plus de transparence institutionnelle avec la publication de chiffres, d'utiliser aussi les données pour développer des interventions concrètes, rendre visible l'impact des actions menées et appliquer aussi des sanctions claires. Ça, c'était avoir plus de visibilité sur les sanctions. C'était quelque chose qui était évoqué par pas mal de personnes participantes. Et plus à court terme, donc c'était des mesures plus concrètes, par exemple l'installation des toilettes non genrées. Là, on n'a pas ça actuellement dans toutes les universités en Suisse romande. L'utilisation aussi du langage inclusif pour les communications au sein au milieu universitaire. Un autre point qui on partageait, c'était vraiment rendre les formations obligatoires pour l'ensemble aux questions genre et aux enjeux LGBTQ+, pour l'ensemble de la communauté universitaire, parce qu'en universitaire, on voit bien que donc il y a des impacts positifs quand il y a des cours obligatoires sur les questions genre, notamment dans le travail de déconstruction des normes et qui peuvent amener en fait à ces comportements problématiques. Et en fait, l'idée, c'était d'étendre cette démarche à l'ensemble de la communauté dans le cadre du corps enseignant, d'évaluer systématiquement le niveau de sensibilité, de sensibilisation du corps enseignant à ces thématiques à chaque étape, lors de l'embauche, dans le cadre du renouvellement et aussi dans la promotion. Ça, c'était un peu les idées vis-à-vis des actions de formation qui ont été proposées et voilà, avec une mobilisation de toute la communauté universitaire, notamment en partant des personnes concernées. Voilà. Merci beaucoup, Georgia, pour tout ça. Puis on va conclure le dernier bloc, le troisième des pistes d'action, avec cette fois-ci ce qui se passe au Québec, ce qui a été proposé dans le cadre du contexte du projet de l'Alliance. Je t'invite, Geneviève, peut-être à nous en glisser un mot là-dessus.
Oui, ben, encore une fois, il y a tellement à dire, hein, il y a beaucoup, beaucoup de données, fait que genre, je fais des synthèses, là, mais euh, peut-être dire ce qui est pas dans la présentation, là, mais il y a 4 principes qui ont essayé, qui sont mis de l'avant dans les pistes d'action, le guide qui a été créé. Le principe de l'engagement politique, donc au niveau vraiment politique des institutions gouvernementales, des plans d'action au Québec, au Canada. L'engagement des directions de l'établissement, donc vraiment le travail avec les directions d'établissement, pas juste de se conformer à la loi là, qui force à avoir une politique, mais de voir tout ce qui est mis en place en termes de soutien. Et la collaboration interne et externe, donc interne entre les différents paliers à l'intérieur d'une institution, avec notamment les groupes étudiants, et externe avec d'autres ressources externes qui peuvent venir offrir un soutien. Comme nous, à l'UQAM, on a un partenariat avec un CALAX pour offrir un soutien. Ça et le développement d'une culture d'évaluation des interventions et des services de prévention. Donc, ça fait un peu du pouce sur ce que Georgia disait, là, de vraiment essayer d'avoir une réflexion régulière sur est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'on arrive à aller chercher les gens, etc. Euh, Tout ça, donc, de manière transversale et ça amène donc, je pense que la liste des recommandations, là, il y en a vraiment, il y en a plus que 12 là, je pense. Donc, j'ai essayé de les résumer, de les synthétiser. Donc, s'assurer de l'inclusion dans différents aspects des institutions. Donc, dans les campagnes de sensibilisation sur la violence, s'assurer qu'il y a la présence d'exemples qui mettent en scène des personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres, utiliser des pronoms variés, etc. Dans les définitions des VAX, dans les politiques institutionnelles, de s'assurer qu'il y a une présence des réflexions une réflexion sur l'hétérosexisme, euh, donc qui est inclus dans les définitions, dans les mesures administratives et les communications avec les personnes étudiantes, s'assurer que on utilise justement un langage inclusif et dans la mise en œuvre des services, donc ce sont les services qui sont inclusifs dans leur mise en œuvre. Au niveau de la formation, donc continuer de former l'ensemble des communautés sur comment bien recevoir un dévoilement, en particulier quand il s'agit des personnes de SLGBTQIA+, puisqu'il y a toutes sortes d'enjeux sur le double dévoilement qui peut se passer, là, comme vous savez probablement, là, sur révéler son identité sexuelle en même temps qu'on révèle qu'on a été victime. Donc, tous les enjeux que ça mène. Continuer les formations à l'intersectionnalité, donc sur l'implication des violences et des discriminations. La formation des intervenants à l'intervention sensible au trauma, qui semble être un type d'intervention en fait qui prend vraiment en compte l'historique de discrimination, l'accumulation aussi et la réactivation de trauma quand on vit une situation de violence. Et de diffuser l'ampleur et les répercussions en fait de ces violences-là afin que les gens comprennent que c'est pas banal justement, là, contrer la banalisation, tout ça, mais vraiment en partageant, en diffusant l'ampleur et l'impact, la grosseur des impacts dans la vie des personnes. Finalement, lutter activement contre les stéréotypes et les préjugés envers les personnes de LGBTQIA+, de manière plus globale. Comme Georgia le dit, là, ça fait beaucoup de résonance, là, mais aménager des lieux neutres ou non genrés et en faire la promotion. Donc, on parle de toilettes, qu'on parle de vestiaires, qu'on parle de différents espaces là, dans les institutions d'enseignement. Visibiliser et célébrer les personnes de LGBTQIA+, donc une attitude généralement positive, mais aussi qui met en valeur là, la richesse de cette communauté-là et être à l'écoute des communautés, bien sûr, des groupes étudiants souvent organisés à travers ces identités-là et même ceux qui sont pas dans les groupes, être à l'écoute des membres des communautés. Donc, c'est vraiment des recommandations qui sont assez transversales, là. Voilà. Merci beaucoup, Geneviève, pour ce résumé-là.